Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. Nous sommes le jeudi 3 mai. Tout de suite, les titres de cette édition. Le projet de fusion entre Coignères et Maurepas ne passe pas auprès de certains habitants. Hier soir, près de 200 personnes se sont réunies devant la mairie de Coignères pour montrer leur opposition. Au même moment, à Maurepas, les élus ont validé le lancement de l'étude pour la création de la commune nouvelle. Le refuge SPA de Plaisir lance son premier printemps des animaux. Il se déroule ce week-end. L'objectif est d'encourager les adoptions en légère baisse en France l'an passé. 200 chats et 120 chiens sont dans l'attente de trouver un foyer à plaisir. Entretien à suivre. Et puis la semaine prochaine aura des allures de vacances avec 2 jours fériés. Beaucoup devraient profiter des ponts à venir. Si vous restez cependant dans les Yvelines, pas de panique. Nous avons sélectionné pour vous quelques idées de sortie. Dans ce journal également, nous recevrons 2 membres du Football Club Phoenix de Versailles. Cette équipe de football regroupant des réfugiés, demandeurs d'asile et sans domicile va fêter son premier anniversaire. Ça sera dimanche. On en parle tout à l'heure dans le journal. Suite de la grève demain des cheminots de la SNCF, un mouvement perlé contre la réforme ferroviaire du gouvernement. Du coup, quelques perturbations encore à prévoir demain vendredi pour les utilisateurs de Saint-Quentin en Yvelines. Un train sur 3 sur l'ensemble du réseau qui passe par l'agglomération, le RERC, la ligne N et la ligne U. Les horaires de vos trains sont à consulter sur le site transilien.com. La volonté a été affichée début avril. Les maires de Maurepas et Coignères veulent rassembler leur ville en une commune nouvelle. Un projet qui est loin de faire l'unanimité. Si le lancement de l'étude sur la fusion a été voté hier soir en conseil municipal à Maurepas, les habitants de Coignères, eux, se sont rassemblés devant leur mairie. Une mobilisation pour s'opposer à ce rapprochement. Reportage de Mélanie Poquet. 2 villes pour un même projet, 2 ambiances ce mercredi 2 mai. Elle était électrique devant la mairie de Coignères où devait se tenir le conseil municipal, finalement annulé en raison des soucis de santé du maire Jean-Pierre Sevestre. Près de 200 personnes réunies pour dire non à la création d'une commune nouvelle. Ils regrettent la soudaineté de l'annonce et craignent une perte d'identité de Coignères au profit de Maurepas. Je tiens à l'identité de Coignères. Les Coignériens se sont mobilisés et se mobiliseront encore, si c'est nécessaire, pour que Coignères ne soit pas rayé de la carte de la France. D'être mis devant le fait accompli, c'est vraiment inadmissible. On a découvert en fait qu'on avait ce projet de fusion qui n'était pas forcément prévu. Donc ça nous a forcément interpellés et amenés à être curieux sur le sujet, à vouloir en savoir plus. Une volonté de rapprochement annoncée le 9 avril dernier. L'une des raisons avancées pour ce projet, faire face à la baisse de la DGF, les dotations de l'État. Avoir toutes les capacités d'aborder les différents dossiers, les différents projets que nous pouvons avoir, notamment les projets importants que nous avons sur la ville de Coignères sur les années à venir. L'argument n'est pas recevable pour les membres de l'opposition à Coignères, à l'origine du rassemblement, car les finances de la commune sont saines. Une fusion entraînerait pour eux, en revanche, une forte augmentation des impôts locaux. Mais cette DGF ne représente que 7% de nos recettes de fonctionnement. Donc c'est presque rien. Ici, on a les entreprises, on a tout ça. Donc c'est presque rien. On peut totalement se passer de la DGF. C'est peut-être pas la même situation à Maurepas. Une pétition pour demander la tenue d'un référendum local sur le sujet a été lancée. Elle aurait recueilli près de 1500 signatures à Coignères, où le projet ne passe pas également pour quelques élus de la majorité. Il serait 8 membres du groupe majoritaire sur 17 à s'opposer à la création d'une commune nouvelle avec Maurepas. Nous sommes quelques-uns, dont certains sont des membres du bureau municipal, à avoir donné un avis très défavorable pour la fusion, qui nous paraît être un projet insuffisamment mûr, en tout cas en l'état actuel des choses, et d'autre part, c'est une fusion qui est très déséquilibrée au détriment de notre commune. Au même moment, ce mercredi 2 mai, se tenait le conseil municipal à Maurepas. L'ambiance s'est échaudée quelque peu. Après un échange houleux avec le premier adjoint Erwan Le Gall, l'élu d'opposition PS Ismaïl Havan a décidé de quitter l'Assemblée. Le conseil municipal a finalement adopté le lancement de l'étude concernant la création d'une commune nouvelle avec Coignères. 2 élus n'ont pas pris part au vote, dont Ismaïl Havan. 4 se sont abstenus. Pas d'opposition à un rapprochement avec Coignères sur le fond, mais tout s'est fait beaucoup trop vite. La communication a été très mal faite. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait certainement des choses à voir ensemble, de façon à ce que chacun soit gagnant. Malgré l'approbation de Maurepas, le dossier de fusion est pour le moment stoppé tant que le conseil municipal de Coignères n'aura pas validé également le lancement de l'étude commune entre les 2 villes. Une fois que les études ont été votées du côté de Coignères, on pourra les lancer et ensuite engager la suite. En tout cas, nous avons un calendrier. Nous souhaitons poursuivre les réunions publiques et les ateliers de travail avec les habitants au moins avant l'été, avant d'arriver au vote avant la fin de l'année.
Dans un communiqué distribué aux habitants lors du rassemblement, la municipalité de Coignères indique qu'elle va organiser une concertation collective pour décider de la suite donnée au projet de création d'une commune nouvelle avec Maurepas. Marlène Schiappa poursuit ses visites à Trappes jusqu'à demain vendredi. La secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes était en visite à la pépinière d'entreprise située rue Eugène Potier. 4 sociétés lui ont présenté leur activité dans les domaines de l'ingénierie et de l'automobile. Un moment d'échange autour de l'accompagnement des femmes vers l'emploi. Elles sont encore peu présentes dans la création d'entreprises ou dans certains domaines. Des propos recueillis par Nicolas Dandry. Maintenant, il y a des choses qui sont faites. Par exemple, là, il y a une formation qui va débuter dans le courant du mois de mai sur le numérique, dans lesquels il y a un effort qui a été fait par la directrice de la pépinière pour faire en sorte qu'il y ait une mixité et qu'il y ait plusieurs femmes qui prennent ces cours de codage et qui suivent ces formations. Donc le constat, c'est l'inégalité entre les femmes et les hommes, pas assez de mixité dans la création d'entreprises et particulièrement dans ces secteurs-là. Les solutions, on est en train de travailler collectivement et je pense qu'elles seront nationales. Cette semaine, les élèves reprenaient les chemins de l'école, mais avec les 2 jours fériés à venir et les ponts, la semaine prochaine prend des allures encore de vacances. Bonsoir Camille Lambert. Bonsoir. Vous êtes la spécialiste loisirs de la rédaction. Alors pour ceux qui restent dans les Yvelines, ce ne sont pas les activités qui manquent. Vous avez concocté pour nous, je vais y arriver, quelques idées de sortie. Exactement, alors que vous soyez passionné d'histoire et de culture ou plutôt amateur de randonnée et de sensations fortes, les opportunités ne manquent pas. La saison a repris dans bon nombre d'établissements. France Miniature à Elancourt est ouvert même pendant les jours fériés de 10h à 18h. L'occasion d'en profiter pour redécouvrir le parc en compagnie de Stéphane Bern. C'est la nouveauté de cette année. Il a prêté sa voix pour un guide. Les châteaux yvelinois aussi, Camille, sont prêts à accueillir le public pour les jours fériés. Et oui, du faste de Versailles au comte de Perrault à Breteuil, il y en a pour tous les goûts. Le château de Rambouillet est lui aussi ouvert tous les jours sauf le mardi. Après plusieurs années de travaux, il s'est refait une beauté. Et depuis fin mars, l'appartement de l'empereur est remeublé. Vous le voyez sur ces images. Rien de mieux pour s'imprégner du cadre des séjours de Napoléon Ier au domaine de Rambouillet. Et toujours à Rambouillet, sachez que le train à vapeur du musée Rambouillet-Train a repris du service depuis le 1er mai. Petits et grands peuvent prendre place à l'arrière du wagon pour une promenade dans les jardins. Vous parliez randonnée, sensations fortes également. La météo sera clémente la semaine prochaine, donc autant en profiter pour prendre un bol d'air frais et en pleine nature. Et oui, à pied, à cheval ou en vélo, c'est selon ses goûts. Donc explorer la vallée de Chevreuse par exemple, spécialiste des circuits à vélo, la société Fourchette et Manivelle propose des séjours plus ou moins longs avec un guide pour découvrir la forêt de Rambouillet et ses alentours, de 2 heures à 3 jours pour les plus téméraires quand même. Même les moins sportifs peuvent participer car ce sont des vélos à assistance électrique, donc plutôt pratique pour monter les côtes, on va pas se mentir. Pas de jour précis, c'est à vous d'appeler pour réserver votre visite. Il faut être minimum 2. Cette période de l'année avec les beaux jours qui reviennent, Camille, est-ce que c'est le moment idéal pour jardiner? Et oui, si vous possédez un jardin, rendez-vous à la Grénothèque de la médiathèque Jean Rousselot à Guyancourt ce samedi 5 mai. Les associations locales vous donneront des conseils et vous pourrez faire du troc de graines à planter chez vous. Et si vous ne possédez pas de jardin, vous pouvez quand même profiter des plantes aux cueillettes de Galie ou de Viltin. Les dernières tulipes sont à ramasser, mais les pivoines et les œillets pointent leurs premiers pétales. Les cueillettes vous accueillent du mercredi au dimanche de 10h à 18h. Alors, Grégory, quel sera votre programme? Plutôt fleurs ou plutôt sport? Vous me connaissez bien, Camille, plutôt sport. Vous l'avez sans doute déjà entendu en rédaction, c'est même plutôt du football. On parlera justement football dans un instant, du football solidaire. Un sujet régional d'abord, c'est le préfet de l'Île-de-France, Michel Cadot, qui rencontrait la presse aujourd'hui. L'occasion de parler de l'actualité francilienne et notamment de la situation des migrants sur le territoire. Reportage de Via Grand Paris. Des centaines de tentes alignées au bord du canal Saint-Denis. Sur ce quai proche du centre commercial millénaire, 1500 migrants vivent nuit et jour. Depuis mars, 750 places d'hébergement ont été ouvertes par la préfecture d'Île-de-France. Elles sont réparties dans 5 centres d'accueil et d'examen de situation. Ce nouveau dispositif doit remplacer la bulle de centre de premier accueil Porte de la Chapelle. Chaque semaine, près de 500 migrants arrivent à Paris. Le dispositif actuellement fonctionne et est suffisant pour traiter le flux arrivant des migrants. Donc on a une capacité qui est capable de traiter dans des conditions satisfaisantes le flux. Des centres d'accueil et d'examen de situation qui n'enrayent pas la multiplication des campements dans la capitale. Beaucoup des occupants de ces tentes ne souhaitent pas monter
dans les propositions de transport sur les centres d'accueil et d'examen de situation administrative que nous leur adressons. C'est variable, mais on a entre certaines fois 30 à 40% de refus, parfois même un peu plus que la moitié. Une évacuation du campement du Millénaire est pour l'instant à l'étude, mais elle n'est pas imminente. Ma responsabilité, ainsi que celle du préfet de police d'ailleurs, conjointement, est de réfléchir aux façons dont on peut préparer une éventuelle évacuation et mise à l'abri des personnes concernées. Donc nous sommes dans cette étape simplement actuellement de réflexion, de travail. Depuis 2015, 30 camps ont été évacués dans le nord-est parisien. Cette équipe regroupe des réfugiés, des demandeurs d'asile et des personnes sans domicile à Versailles. Le football club Phoenix de Versailles fête ses 1 an. L'anniversaire sera fêté ce dimanche à 14h30 au stade de Jussieu. C'est toujours à Versailles. Alors l'équipe regroupe, je l'ai dit, des réfugiés, des demandeurs d'asile, des personnes également sans domicile. On en parle avec 2 invités qui sont avec moi en plateau. Yaya Sabour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes soudanais, joueur du Phoenix Football Club. Vous aurez l'occasion de nous raconter un petit peu votre histoire. Raphaël Besson également avec nous en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur et bénévole de cette équipe, secrétaire de l'association Voisins Solidaires de Versailles qui est à l'origine donc de ce projet. 1 an pour cette équipe de football, pas comme les autres, ça signifie quoi? Ça signifie 130 joueurs de 14 nationalités différentes, beaucoup de bonheur, pas mal d'espoir, des déceptions et un peu de souffrance. Pourquoi lancer cette équipe? Pourquoi lancer cette équipe? Tout a commencé à Rocancourt en fin 2016. On a été amené à aborder les réfugiés qui étaient dans le centre de l'INRA. Et petit à petit, on a trouvé qu'ils étaient un peu désœuvrés et laissés à eux-mêmes. Et assez rapidement, on s'est organisé pour les soutenir, les aider. Et puis petit à petit, est sortie l'idée de monter une équipe de foot. C'est ce qui semblait le plus fédérateur et le plus universel. J'allais vous relancer sur ça. Le football, c'est un sport fédérateur, justement. Pourquoi choisir ce sport, le football? Parce que c'est le sport de toutes les nationalités qu'on a pu côtoyer. C'est vraiment le sport qui est le plus connu. En plus, on a la chance dans les jeunes, les gars qu'on a vus, d'avoir des anciens footballeurs professionnels. Donc c'était une belle opportunité et c'est vraiment universel. Et voilà. Donc on a pas mal d'Afghans qui voulaient qu'on fasse du cricket, par exemple, mais bon, ça on n'a pas beaucoup de compétences, pas beaucoup d'infrastructures non plus pour ça. Donc voilà, le football est venu assez naturellement. Yaya, le football pour vous, ça représente quoi? C'est important comme sport pour vous? Oui, c'est très important pour moi. Bon, je suis content de jouer au football. Faire partie de cette équipe, le Phoenix Football Club, qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien? Bon, ça nous apporte beaucoup de choses, à moi, précisément à moi. Ça m'apporte beaucoup de choses. Parfois, quand je pars jouer le football à Phoenix, tout ça, parfois je change les idées, quoi. J'ai traversé un moment un petit peu difficile, mais j'ai beaucoup de soucis dans ma tête. Quand je parte là-bas pour voir les responsables, M. Raphaël, tout ça, ça me fait plaisir de jouer au football, quoi. Beaucoup de problèmes, oui. Le fait de jouer, ça vide l'esprit, ça vide la tête. Ça vide l'esprit, oui. Pour faire 2 heures, 3 heures de temps avec les jeux, oui. Bon, c'est très important pour moi que je reste à la maison tout seul. D'accord. Ouais. Racontez-nous un peu votre histoire. Comment vous êtes arrivé justement dans cette équipe de foot? Oui, ben, dans cette équipe de foot, moi je suis venu à Mortemer, c'était le 1er septembre 2017. D'accord. Et comme je disais, M. Raphaël et les autres bénévoles, ils viennent à côté de Mortemel pour faire distribution. Donc c'est pour cela qu'on a parlé avec eux et ils ont monté une équipe. Oui. Donc chaque samedi, je joue avec eux. Oui, c'est très important pour ça, quoi. Est-ce que vous avez l'impression de renaître au sein de cette équipe? Est-ce que c'est quelque chose, depuis que vous êtes arrivé dans cette équipe de football, ça vous fait beaucoup de bien? Oui, ça me fait beaucoup de bien, ça me fait plaisir, ça me fait beaucoup de choses, quoi. Si on revient justement sur le nom de l'équipe Phoenix Football Club, on peut penser que ces joueurs ont vécu des choses horribles dans leur pays, peut-être. Voilà, ils ont souffert. Le fait de venir dans cette équipe, le nom Phoenix, ça donne aussi l'idée de renaître. Oui, complètement. Ouais. C'est un peu pour ça qu'on a pris ce nom. Ouais. Alors ça peut paraître un peu prétentieux, mais effectivement, dans leur pays, ils ont vécu beaucoup de choses. Dans leur voyage aussi. Par exemple, si on prend l'exemple de Yaya, il me racontait il y a quelques temps, il a mis 3 ans, 4 ans, je crois, même pour rejoindre l'Europe. Donc c'est super compliqué. Ouais.
Et donc on veut leur donner un petit peu d'espoir, pas leur donner, parce qu'on n'est pas du tout maître de leur avenir, mais faire en sorte que leur quotidien soit un peu plus doux et qu'ils sentent qu'il y a un peu de fraternité, d'humanité. Voilà. Et donc nous, on est super contents parce que les gars se mélangent, quelle que soit l'aventure qu'ils ont vécue, l'origine de leur pays ou même leur classe sociale. Il y a vraiment un bon mix, et ça c'est vraiment appréciable. Ouais. Il nous reste moins d'une minute. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce premier anniversaire? Quels projets peut-être sont en cours? Alors pour chacun de nos gars, d'arriver à avoir une vie apaisée et à l'auteur de leurs espérances. Pour le club en général, de pouvoir continuer cette aventure. On est relativement bien accueillis par Versailles, que ce soit les associations locales, les habitants ou même la ville. Donc voilà, on veut pouvoir continuer à se développer et puis continuer à donner un peu, toujours un petit peu d'espoir et de fraternité à des jeunes. On vous souhaite en tout cas joyeux anniversaire, et je rappelle que l'anniversaire du Football Club Phoenix aura lieu ce dimanche à Versailles à 14h30, c'est au stade de Jussieu. Vous pouvez d'ailleurs retrouver plusieurs informations sur ce club, il y a un site internet qui s'affiche actuellement en bas de l'écran. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. En 2017, près de 40 000 chats et chiens ont trouvé chaleur et amour dans un foyer grâce au refuge de la SPA, un chiffre en légère baisse par rapport à l'année précédente. Alors pour encourager les adoptions, le refuge de plaisir organise ce week-end pour la première fois le printemps des animaux. 120 chiens et 200 chats sont ainsi dans l'attente de trouver une famille. Nicolas Kirillovic et Marion Ptak ont rencontré le responsable du site. Entretien. Le printemps est de retour sur les Yvelines, le printemps qui va s'installer, le beau temps ce week-end notamment, et le printemps aussi à la SPA de plaisir avec le premier printemps des animaux. Marie-Laure Caron, vous êtes la responsable du refuge ici à Plaisir. En quoi ça consiste cet événement qui se tient samedi et dimanche, le printemps des animaux? Alors donc effectivement c'est la première fois que nous organisons le printemps des animaux au refuge. On avait envie en fait de commencer le printemps sur une note positive puisque l'hiver a été long, froid. Et donc là, avec le beau temps qui est arrivé, on avait envie de mettre en avant nos animaux, leur donner aussi la possibilité de trouver une famille pour ce printemps et qu'ils le passent dans de bonnes conditions et pas derrière les barreaux. On axe sur le côté printemps en se disant peut-être qu'il va faire beau, le beau temps est de retour et que du coup peut-être que les gens vont sortir, vont avoir l'idée de venir ici pour trouver un animal de compagnie. Alors c'est ça, de toute façon quand il fait beau, on a tendance à se déplacer beaucoup plus que quand il fait très mauvais, et comme on a eu un hiver vraiment très froid, très pluvieux, on n'a pas eu beaucoup d'adoptions, enfin pas autant qu'on aurait aimé. Donc là en fait avec ce printemps, on veut vraiment essayer d'optimiser nos chances pour faire adopter nos petits pensionnaires et puis aussi pour malheureusement préparer l'été qui va être très dur. On sait que malheureusement plein d'animaux vont rentrer pendant cette période, donc là on espère vraiment faire de la place pour pouvoir en sauver d'autres. Est-ce que le printemps est une période plus idéale que peut-être une autre période pour accueillir un animal de compagnie dans le foyer? Peut-être aussi quand il faut sortir le chien, c'est plus facile de commencer au printemps que pendant l'hiver. Est-ce que c'est aussi ça l'objectif de ce week-end? Alors oui et non, parce que du coup quand les gens viennent adopter en hiver, là ça les met vraiment dans la réalité. Même quand il fait pas beau, il faut sortir l'animal. Là après nous on explique toujours quand ils adoptent quand il fait beau que même l'hiver il faudra sortir le chien, qu'il aura besoin de se dépenser, et même s'il pleut ou s'il neige, il faudra le sortir. Donc là c'est par contre je pense que les gens sont quand même peut-être plus ouverts, et après en fait c'est juste aussi que les gens pensent à nous et pensent à nos animaux. C'est pas toujours encore un réflexe de venir à la SPA adopter. On a des animaux super sympas qui attendent juste un bon foyer. Donc voilà, c'est pour motiver dans ce sens-là. Peut-être quelques conseils à savoir pour ceux qui vont se déplacer ce week-end. Peut-être avoir une idée peut-être de ce qu'on recherche, ou peut-être imaginer qu'on n'est pas tous faits pour avoir tout type d'animaux, voilà. Alors c'est vrai que certaines personnes peuvent être un petit peu braquées, puisque quand ils viennent pour un animal en particulier, si les conditions ne correspondent pas ou que le caractère du chien ne correspond pas aux adoptants, ils ne pourront pas repartir avec l'animal. Le but vraiment c'est de trouver l'animal qui correspond bien au foyer pour que ce soit une réussite pour la famille et pour l'animal. On prend vraiment en considération le caractère et puis le rythme de vie des gens. Si vous avez des gens plutôt calmes, plutôt
plutôt qui n'aiment pas sortir trop souvent, qui se promènent vraiment que le week-end et vraiment c'est une petite promenade, on va pas leur placer un chien hyper actif. De toute façon, il va les fatiguer plus qu'autre chose. Donc on essaie vraiment de trouver l'animal qui correspond bien à la famille. Il y a des animaux aussi qui peut-être nécessitent plus d'attention que d'autres. Tout à fait, il y a des chiens qui ne peuvent pas, ou des chats qui ne peuvent pas rester tout seuls toute la journée parce que c'est trop long pour eux, c'est trop angoissant. Donc le but vraiment c'est de trouver vraiment le duo ou en tous les cas le couple qui va correspondre pour que ce soit une réussite pour tout le monde. Après, l'idéal c'est de venir en famille pour que justement l'animal rencontre aussi les enfants, puisque tous les enfants n'ont pas forcément le même comportement et le chien ou le chat va aussi avoir un comportement différent en fonction de l'attitude de l'enfant. Donc on aime bien que la famille entière se déplace. Ici, on vient à la SPA de plaisir. Si ça match avec un chien, un chat, on repart dans la foulée avec. Comment ça se passe? Il y a des examens aussi peut-être médicaux à passer, voilà. Alors tout à fait. Donc on va essayer nous justement d'être prêts pour ce week-end. Donc nos animaux vont être vus sur les 2 jours là, parce qu'on a rentré malheureusement beaucoup d'animaux cette semaine. Donc ils vont être vus par notre vétérinaire pour pouvoir partir ce week-end. Donc si les familles ont les papiers qui correspondent à notre attente, c'est-à-dire un justificatif de domicile, pièce d'identité et chèque de caution si l'animal n'est pas encore stérilisé, ils peuvent tout à fait repartir avec l'animal. Voilà, vous avez toutes les informations pour venir ici à la SPA de plaisir. Au refuge, il y a 300 animaux, un peu plus de 300 animaux de compagnie qui vous attendent samedi et dimanche entre 10h et 18h avec le soleil pour mettre un peu de soleil dans la vie des animaux et sûrement de la vôtre aussi. Eux aussi vous donnent rendez-vous ce week-end, mais à Rambouillet, 130 agriculteurs et producteurs venus de toute la France sont réunis pour le 19e marché Paris Fermier à la Bergerie Nationale. À partir de samedi et jusqu'au 8 mai, les visiteurs sont attendus pour découvrir les spécialités régionales et le savoir-faire de nos agriculteurs. Rillettes de cerf, crêpes aux œufs d'autruche ou glace artisanale, un rendez-vous qui met à l'honneur la gastronomie et le terroir. Propos collectés par Camille Lambert et Mélanie Poquet. On est en plein dedans dans le circuit court et vente directe. Ce qui est vraiment important pour nous, c'est de montrer aux visiteurs et consommateurs que quand ils viennent sur un Paris Fermier, ils ont en face d'eux l'agriculteur qui donc produit, élève et transforme. C'est circuit court, vente directe. Il n'y a pas d'intermédiaire, pas de commerçants, pas de revendeurs, etc. C'est pareil dans le vin, vous n'avez que des vignerons. Il n'y a pas de négociants, pas de revendeurs. C'est vraiment le vigneron qui est en face de vous. Avant de se quitter, je vous propose un voyage dans le temps, un bond dans le passé de plus de 300 ans. Versailles accueillera ce week-end l'événement Esprit Jardin, l'occasion notamment de redécouvrir le potager du roi créé par Louis XIV. Mais juste avant, Aurélie Ronze et Patrick Jacques de Dixmude vous emmènent dans les coulisses d'un restaurant qui propose des plats servis à l'époque du roi Soleil. Regardez. Déguster du boudin noir sucré salé comme au temps du roi Soleil, c'est l'expérience culinaire que vous propose ce restaurant versaillais. Si les recettes sont élaborées dans une cuisine moderne, elles sont toutes puisées au sein de livres datant du XVIIe ou du XVIIIe siècle. On peut trouver de la sole, de la raie, du perdreau, du chevreuil. Ce sont des ingrédients qui se trouvaient sur les tables des rois ou en tout cas des nobles de la cour de cette époque. Et nous revisitons les recettes pour les adapter au goût du jour, bien évidemment, et proposer un menu haut de gamme. Mais le concept ne s'arrête pas là. Bienvenue dans la cour intérieure. Ici, vous trouvez la table des comédiens et c'est ici qu'ils s'amusent à jouer aux cartes. Tout au long de ce repas gastronomique, des scénettes sont jouées, histoire de vous plonger encore plus dans les secrets de la cour de Louis XIV. Les comédiens viennent à votre table vous raconter des anecdotes croustillantes qui sont historiques, donc qui ont réellement eu lieu, ou en tout cas rumeurs historiques. Et ils viennent vraiment au contact proche de vous. C'est un peu comme si vous surpreniez une conversation dans les couloirs du temps entre deux personnages du XVIIe ou du XVIIIe siècle en fonction de la pièce de théâtre que vous choisissez. Coût du voyage dans le temps à partir de 100 € par personne. Et après un repas fastueux, rien de tel qu'une petite promenade dans le potager du roi.
Créé entre 1678 et 1683 à la demande de Louis XIV, féru de jardinage, il ouvrira ses portes au grand public à l'occasion de l'événement Esprit Jardin. Parmi les choses de cette époque-ci qui sont excellentes et nous font du bien, les épinards, des salades. Construit par Jean-Baptiste Laquintigny, le potager du roi était chargé de fournir en fruits et légumes la table du roi Soleil. Il est aujourd'hui classé monument historique et jardin remarquable. C'est un jardin, un grand carré central avec un bassin divisé en croix sur les points cardinaux et toute une série de jardins qui font le tour. C'est les premières représentations du jardin en Occident. La particularité de ce jardin, c'est d'avoir maintenu ce dessin, de l'avoir respecté depuis sa création avec quelques petites modifications. Rendez-vous les 5 et 6 mai à 15h pour faire un bond dans le passé et découvrir ce lieu confidentiel. C'est la fin de ce 7-8 journal. Très belle soirée à tous sur TV78.